Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me faire un oui de la tête? Alors moi, Oui, moi je vous oui, on entends. vous entend. Merci. Merci. On va encore attendre 2 minutes. C'est toujours... Bon, on va pas tarder à commencer. On a 1 minute, donc ça devrait être bon. Alors, le truc, c'est qu'on est toujours entre le marteau et l'enclume, parce qu'il faut qu'on admette les gens en même temps qu'on fait la conférence. C'est un peu compliqué. Bon, en tous les cas, merci beaucoup d'être là, tous. C'est très chouette de vous avoir. C'est le premier live qu'on fait avec un thème qui est transverse. Donc, on va peut-être se présenter. On est 2 à être avec vous aujourd'hui. Marc et moi. Donc, pour mon cabinet, pour ceux qui le connaissent, je vais malheureusement refaire la présentation. Nous, on est un cabinet on avait tous des fonctions ordinales. Et en fait, on s'est rendu compte à l'occasion du confinement que les professions libérales avaient des problématiques communes. Alors, on avait une clientèle naturelle d'avocats qui viennent nous voir. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y a des problématiques communes et qu'il y a des façons de les adresser qui sont particulières. Pour autant, la mission de notre cabinet, c'est de vous dire que vous, en tant que professionnel libéral, vous êtes des entreprises et des entrepreneurs comme les autres et que vous avez des problématiques comme les entrepreneurs à vous poser. Donc, le principe qu'on a institué au cabinet, c'est un live par mois. Et chaque mois, on a un nouveau thème. Et à la fin du mois, on fait un live sur le thème qu'on a développé pendant les 30 jours. Et l'idée, c'est de vous faire participer. Alors, il y avait beaucoup d'inscrits, mais pour l'instant, il n'y a que 30 participants. Donc, vous pouvez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je précise simplement que la conférence, comme vous l'avez probablement entendu au moment où vous êtes connecté, elle est enregistrée. Donc, ce que je vous propose, c'est que Marc et moi, on va faire la conférence et ensuite, on arrêtera l'enregistrement et vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent. Je présente Marc parce que, en fait, dans le thème de ce mois-ci, l'idée, c'était de revenir avec vous sur les passages de l'exercice individuel à l'exercice en société. En gros, si vous voulez, le libéral, il a été élevé et biberonné à un exercice seul. C'est une tristesse, on peut trouver que c'est pas bien, on peut trouver que c'est compliqué, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais la vérité, c'est qu'on nous a biberonnés à des exercices individuels. Le problème, c'est que ça fait des associations qui sont compliquées et sur lesquelles il faut se poser des questions.
Et c'est ces questions-là qu'on a décidé de mettre aujourd'hui à l'honneur. Marc, quand on parle de passage de l'exercice individuel à l'exercice en société, Marc, il fait un métier qui est essentiel, c'est la question de la prévoyance et du patrimoine des indépendants. Donc, il travaille avec pas mal d'avocats et en fait, c'est vrai que lorsque vous avez passé d'un exercice individuel à un exercice en société, il y a une question qui va revenir systématiquement, c'est qu'est-ce que je fais de mes Madelins, qu'est-ce que je fais de ma protection sociale, qu'est-ce que ça change pour mon patrimoine. Et c'est pour ça que Marc, qui est spécialisé dans ces questions-là, on l'a invité aujourd'hui parce que ça nous semblait essentiel de pouvoir adresser ces problématiques-là. Alors, c'est un live d'1 heure, donc on ne peut pas aborder, je veux dire, de façon hyper précise l'ensemble des concepts. Donc, évidemment, on est à votre entière disposition pour répondre à n'importe lesquelles de vos questions pendant ce live. Et si on n'a pas réussi à être suffisamment précis à répondre à toutes vos questions en individuel, voilà. On commence. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va aborder comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on va passer en société? C'est quoi l'intérêt? Les 3 solutions qu'on a pour passer en société. La spécificité des avocats, parce qu'il y a une majorité d'avocats aujourd'hui. Donc, on va parler d'une petite chose qui est spécifique chez nous. Le statut des TNS et l'épargne salariale. Ça, c'est pour le sommaire. Et si j'arrive à passer à la salle suivante, c'est parfait. Donc, pourquoi est-ce qu'on va passer en société? Les questions que vous devez vous poser quand vous vous êtes dit « Ok, j'ai un exercice individuel depuis un certain nombre de temps. Tout le monde me dit qu'il faut que je passe en société. Et je vais voir, par exemple, mon cabinet pour, en gros, se demander pourquoi on passe en société. » Alors moi, les questions qu'on pose tout le temps, c'est à partir de quel chiffre d'affaires je dois passer en société. Il n'y a pas de chiffre d'affaires limite. On me dit aussi à partir de combien de salariés je dois passer en société, à partir de combien de collaborateurs je dois passer en société. Ça, ce n'est pas les bonnes questions. Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer en société. La société, ça change quoi? Ça change que déjà, vous pouvez vous associer avec d'autres gens. C'est, on va dire, c'est trivial à dire, mais en fait, un cabinet d'avocat, une étude de notaire, une étude d'huissier, ça ne se développe que parce qu'on s'associe. Ça facilite cette accession à l'association. Je m'explique. Les structures, en fonction de leur spécificité, permettent plus ou moins facilement, et en fonction de la typologie d'associés que j'ai dedans, permettent l'association. Ça, dans la même veine, ça facilite les regroupements et les restructurations. Par exemple, pour nos amis les huissiers et les notaires, on a beaucoup de restructurations en ce moment. Et ces restructurations, elles se font avec des SCP. Et ce dont on se rend compte, c'est que globalement, la SCP, c'est une forme sociale qui est une grande galère. Et du coup, on est obligé de transformer ces structures ou de passer par des opérations qu'on appelle de LBO pour que les associés ressortent avec du cash et surtout qu'on puisse utiliser une structure dans laquelle on peut mettre un pacte social, structurer le cabinet, avoir des strates d'associés différentes qui donnent un peu de souffle à ces structures. C'est plus facile à gérer, contrairement à ce que l'on pense. Nos clients, quand ils passent de BNC à société, il y a toujours une petite angoisse. C'est qu'en réalité,
tout ce que vous gagnez, tout ce qui est sur votre compte, quand vous êtes en BNC, ça vous appartient. Donc, globalement, vous en faites ce que vous voulez. Mais cette particularité-là, c'est exactement la raison pour laquelle un certain nombre de cabinets d'avocats, d'études notariales ou d'huissiers ne se sont pas développés, enfin sont restés telles qu'elles étaient, sans grossir. Alors ça marche bien, hein, ce n'est pas la question, ça marche bien, on gagne bien sa vie, tout va bien. Mais la réalité, c'est que quand tu as 100 sur ton compte et que tu sais que tu as déjà payé des impôts sur 100 sur ton compte, en fait, tu vas t'acheter un bateau plutôt que de les réinjecter dans ton business. Et ça, c'est un vrai frein, au développement. Ensuite, pour parler de la spécificité des SCP, vous avez le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est la chose qui a mis à mal un certain nombre de cabinets, puisque le droit de retrait, en SCP, le retrait est de droit. Donc, à partir du moment où vous dites salut, je m'en vais, vos associés doivent vous racheter l'intégralité de vos titres. Et le truc, c'est que si vous n'avez pas prévu en amont la patrimonialité de vos titres, vous vous retrouvez avec des structures qui valent très cher et des rachats de clientèle alors que la personne va partir ailleurs en emmenant sa clientèle. Et évidemment, la dernière raison, la dernière spécificité du passage en société, c'est la séparation des patrimoines. Alors, vous avez une séparation un peu, mais n'empêche qu'on peut quand même venir vous voir beaucoup plus facilement lorsque vous êtes en individuel que lorsque vous êtes en société. Et ça, c'est quelque chose, globalement, qu'il faut vraiment avoir en tête si vous avez décidé, à un moment donné, de passer en société et surtout de vous transformer. Voilà. La séparation des patrimoines, c'est la dernière chose qu'on pouvait dire. Et avant d'adresser le sujet, qui est un des sujets quand on vient nous voir, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai intérêt à passer en société ? Quel est mon intérêt et à partir de quand ? À partir de quand, le truc facile pour vous dire est-ce que c'est intéressant de passer en société ou pas, le premier truc, c'est de savoir si vous mangez tout ce que vous gagnez. Si je gagne 100 et que pour ma vie de tous les jours, je dois déposer 100, vous pouvez vous dire que globalement, ce n'est pas le moment pour vous de passer en société. C'est un truc qui est simple, qui est peut-être pas orthodoxe, mais c'est notre façon de voir les choses au cabinet, c'est de se dire qu'on peut aussi expliquer des trucs compliqués de façon simple. Et je peux vous dire que ça, en tous les cas, cette spécificité-là, ce critère-là, globalement, il vous sert toujours. Donc, à partir du moment où tout l'argent que vous gagnez, vous le dépensez pour manger, pour aller en vacances ou pour faire ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de passer en société. Dès que vous voyez que vous pouvez faire des réserves ou alors que ce que vous gagnez, globalement, ça ne permet que de payer vos impôts supplémentaires, là, il faut se poser des questions. Ensuite, ça vous permet de piloter la gestion de votre entreprise libérale. Alors, je précise que, parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant « Oui, mais en fait, ça ne me permet pas de mieux piloter, puisque du coup, en société, je ne sais pas combien je vais gagner à la fin, puisqu'il y a une histoire de provision, puisqu'il y a une histoire de computabilité d'engagement, parce qu'ensuite, il y a ensuite, il y a l'IEST. Donc, tout ça, en fait, ça fait que c'est moins simple. Alors, je vous réponds à vous tout ce que je leur réponds à eux, c'est que si toutes les entreprises du monde sont en société, c'est bien parce que ça ne passe, qu'il n'y a que en société que vous pouvez, un, vous développer et deux, que la gestion et le pilotage de votre entreprise n'est possible. Après, on parlait tout à l'heure de se développer. Vous pouvez aussi très bien décider de rester tout seul, parce qu'en fait, vous êtes très bien tout seul, mais décider de passer du statut d'indépendant, d'individuel, à un statut de CELARLU,
ou de CLSU, en fait. Rien n'empêche. Vous n'êtes pas obligé de vous associer absolument pour être passé en société. Ensuite, on y gagne quoi? Donc, classiquement, ce qu'on va vous répondre, c'est une économie d'impôt. Vous n'êtes pas imposé sur les sommes que vous n'utilisez pas. Ces sommes-là, elles restent en réserve. Et vous l'avez vu dans le slide, vous le verrez peut-être dans le slide d'après. Enfin bref, globalement, si on essaye de faire un taux grosso modo, l'IS, il est à moins de 30%. Il est très probable que si vous ne dépensez pas tout ce que vous gagnez et si vous avez des réserves, votre taux marginal d'impôt à vous, le vôtre, il est supérieur à 28%. C'est assez simple d'ailleurs de voir son taux marginal. C'est bien fait maintenant depuis qu'on peut déclarer, depuis qu'on a cette ergonomie et ce pilotage de nos revenus sur l'impôt à la source. Vous allez sur votre espace et vous avez un petit truc sur la droite où vous pouvez voir votre taux d'imposition en fait. Et globalement, ça va vous permettre de vous situer pour savoir si ça a un intérêt. Donc ces sommes-là, elles subissent l'IS évidemment, mais elles restent en réserve. Et donc, vous n'êtes pas imposé sur le surplus dont vous n'avez, globalement, qui n'est pas de votre intérêt, puisque vous allez être imposé sur des sommes dont vous n'avez pas besoin. Ensuite, parce que cette économie d'impôt, les gens ne la voient pas nécessairement. Mais par contre, ce qu'ils voient de façon très prégnante, c'est l'économie sur vos cotisations. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, vous gagnez 100, vous êtes imposé sur 100, mais vos cotisations, elles sont sur 100 aussi. Demain, vous n'avez besoin que de 50, vous êtes imposé que sur 50, mais vos cotisations, elles ne sont assises que sur 50. Donc, c'est quand même essentiel d'avoir ça en tête pour vous dire que l'économie d'impôt, à un moment donné, elle est énorme. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, la société, elle fait écran entre votre patrimoine perso et celui de vos créanciers. Alors, je précise simplement parce que parfois, il y a un peu une incompréhension, une mauvaise interprétation, on va dire ça comme ça, pardon, excusez-moi. Il y a une mauvaise interprétation où les libéraux ont l'impression que quand on parle de faire écran, ils ont l'impression que parce qu'ils vont se mettre en société, va y avoir quelque chose de différent sur leur responsabilité civile professionnelle. Alors, je vous rassure, votre responsabilité civile professionnelle, elle est pleine et entière et ça ne change strictement rien d'être en société. C'est simplement vos créanciers, ceux qu'on appelle vos créanciers sociaux. Donc, je ne sais pas si ça fait écho à une notion que vous connaissez, mais globalement, c'est votre banque, c'est vos leasing, enfin, c'est tous vos contrats qui ne concernent pas vos clients. Et ensuite, et c'est ce que je disais pour ceux qui ont envie de se développer en s'associant, globalement, la structure, alors, selon celle que vous décidez d'avoir, elle vous permet plus facilement de rédiger des pactes sociaux et d'avoir des structurations fines des relations entre les associés. Pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et on y répondra tout à l'heure, marquez-moi. Ensuite, ce qu'on vous disait et ce qu'on a essayé de développer pendant ces 3 semaines, c'était de vous dire qu'il y a essentiellement 3 façons de passer en société. On va les développer rapidement. La première façon, c'est l'apport. Je prends mon fonds libéral, je l'apporte à une autre société. La question qui se pose pour ceux qui font un peu droit fiscal, droit des sociétés, c'est qu'en fait, mon fonds libéral, il change de propriétaire. Il passe de moi à ma société. Et finalement, en droit fiscal et en droit des sociétés, ce sont 2 personnes très différentes. Donc, certains pourraient se poser la question de savoir si ce transfert de propriété, est-ce qu'il ne devrait pas être imposé comme cessation d'activité? Normalement, oui, mais vous avez un article 151 du Conseil national des barreaux, rien à voir, du Code général des impôts, pardon, qui vous permet de mettre en sursis un certain nombre d'impositions qui devraient intervenir au moment de l'apport. Donc, globalement,
raisonnablement, vous avez des sursis ou des reports d'imposition jusqu'à ce que les titres que vous avez, vous les cédiez, qu'ils soient rachetés par la société ou par d'autres. Donc, vous avez modulo certaines impositions, vous avez plutôt un régime qui est très favorable. Ce que vous devez vous dire, c'est les conséquences. En fait, quand on va vous présenter ces trois options, il faut que vous vous demandiez quel est mon but. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est vers quoi je vais et vers quoi je tends. Quand je vais apporter mon fonds libéral à une société, ce que ça aura comme conséquence, c'est que ce fonds-là, il va être porté à l'actif de la structure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, vous avez déjà vu un bilan, actif-passif. À l'actif, vous allez avoir une ligne où il y aura écrit fonds libéral. La conséquence, le pendant, parce que vous savez que actif-passif, ça doit être complètement, ça doit être équilibré, pardon. La conséquence, c'est que au passif, vous allez avoir votre capital social qui va grossir d'un coup. Donc, je prends un exemple. Je fais 100 € de chiffre d'affaires. Je fais 100 de chiffre d'affaires parce que si vous voulez me dire 100 €, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, je fais 100 de chiffre d'affaires. On prend des valeurs absolues. Je fais 100 de chiffre d'affaires. Je vais apporter mon fonds libéral à ma structure. Donc, du coup, du jour au lendemain, ma structure, elle va avoir à l'actif une petite ligne fonds libéral, il y aura écrit 100, et de l'autre côté, au passif, je vais avoir 100. Ce qu'il faut vous dire, c'est si vous avez l'intention d'associer plein de gens, vous allez avoir, dès le moment où vous allez avoir fait un apport, vous allez avoir votre société qui va valoir quelque chose. Elle va valoir au moins 100. Alors, pour un notaire et un huissier, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est tellement pas un problème que leur charge, puisqu'on n'appelle pas ça fonds libéral, mais globalement, c'est ça, leur charge se transmet, elle vaut quelque chose. Pour les avocats, c'est un tout petit peu différent. Pour les avocats, si vous apportez votre fonds libéral à votre structure, vous allez vous retrouver avec une structure qui vaut minimum 100. Donc, le jour où vous allez intégrer des associés, fiscalement, ça sera compliqué de justifier qu'en fait, vous les intégrez pour 1 €. Ça ne marchera pas. Pour autant, il faut que vos associés soient prêts à racheter une partie de votre clientèle. Donc, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Alors, c'est très fréquent quand on associe des collaborateurs. Ça l'est un peu moins quand on associe d'autres practices. Je dis ça, je remets ça à votre sagacité. Chaque cabinet est différent, mais il faut que vous l'ayez en tête. Pour les notaires et les huissiers, c'est très différent. Vous avez tout intérêt à apporter. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, pour les notaires Macron, par exemple, ça a été ce qui a été fait. Il a fallu valoriser leur nouvelle charge et l'apporter à une structure pour que la structure puisse s'en servir. Néanmoins, ça peut être un outil pour optimiser votre rémunération. Vous devez le savoir, vous ne le savez pas et je vous l'apprends, vous devez le savoir. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes en société, vous avez plusieurs types de rémunération. Vous avez la rémunération technique, c'est la plus importante, c'est on vous paye pour faire votre job, donc ça c'est votre rémunération technique. Ensuite, vous avez éventuellement la rémunération du mandat social, puisque vous pouvez être désigné comme mandataire social, gérant, président, DG, donc vous pouvez avoir cette rémunération-là. Et puis, vous en avez une troisième qui est la rémunération du capital, ce sont les dividendes. Nous, les professionnels libéraux, le législateur, enfin les impôts, le législateur, l'administration fiscale, a considéré qu'on ne pouvait pas, nous, avoir vraiment des dividendes parce que globalement, il a considéré que les dividendes et notre rémunération technique, c'était un peu la même chose. Donc, en fait, vous avez des cotisations que vous devez payer lorsque vous versez des dividendes. Sauf si vous versez
un montant inférieur à 10% du capital social. Donc, si vous avez un capital social de 100, vous pouvez vous verser 10 de dividendes en franchise de cotisation. Donc, votre cerveau se met à tambouriner. Vous dites, alors du coup, si j'ai un capital social qui est hyper important, donc par exemple, j'ai 300, j'ai 400, j'ai 500, vous avez cette enveloppe de 10% qui grossit mécaniquement et éventuellement qui peut servir à optimiser votre rémunération. Ensuite, vous avez la technique de l'OBO. Alors, globalement, le principe, deux choses. C'est le principe, l'OBO, c'est vente à soi-même. Vente à soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis moi, professionnel indépendant, j'ai une société dans laquelle il y a un certain nombre de personnes et moi, et je vends à cette société mon activité. Donc, très courant chez les notaires et chez les huissiers, moins courant chez les avocats, et je précise vraiment que personnellement, au cabinet, on évite l'OBO lorsqu'il n'y a pas de restructuration, lorsqu'il n'y a pas de restructuration chez les avocats. Je m'explique, si vous êtes tout seul et que vous constituez une CELARLU dans laquelle vous serez tout seul et que vous avez décidé que globalement vous étiez très bien tout seul et que dans l'année, vous n'allez pas avoir intégré vos 2 collaborateurs, vous ne faites pas d'OBO parce que c'est risqué fiscalement. L'intérêt de l'OBO, c'est qu'avec le cash d'un autre, puisque globalement, en règle générale, lorsqu'on fait ça, on va emprunter. Donc, avec le cash d'un autre, j'ai récupéré ma mise de départ, j'ai vendu et je vais pouvoir déduire les intérêts de mon emprunt. Après, c'est ce qu'on vous dit en dernier lieu, vous devez justifier d'un intérêt autre que fiscal. Si c'est simplement fiscal, ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, dans les études notariales, dans les études d'huissier, c'est très fréquent parce que tous les regroupements, globalement, nous, qu'on fait pour nos clients, ils se font avec cette technique-là. On en fait aussi pour les avocats, pour l'association de collaborateurs. Je fais une société avec mes collaborateurs. J'ai fait mon cash out puisque du coup, j'ai revendu. Donc, je peux me mettre minoritaire, par exemple, dans ma société avec les collaborateurs, puisque moi, j'aurais déjà vendu ma clientèle. Mes collaborateurs, ils ne vont pas emprunter à titre personnel pour racheter ma clientèle, parce que ça ennuie tout le monde. Mais c'est la société qui aura emprunté et donc, elle va, elle, rembourser l'emprunt. Donc, c'est plutôt intéressant, mais je vous dis, ça n'est envisageable, ou en tous les cas envisageable sans risque, que tant que vous avez une restructuration dessus. Vous avez ces techniques-là, elles fonctionnent avec celles qu'on a appelées les SPFPL. Donc, les SPFPL, c'est les holdings, des professions libérales, comme son nom l'indique. Les holdings des professions libérales, c'est le même principe. J'emprunte, je constitue une SPFPL qui emprunte pour acheter les titres de ma structure en dessous. Donc, ça nécessite que vous soyez déjà passé en société en dessous, puisque la SPFPL, elle ne peut détenir que des titres de société, peu importe laquelle, mais elle ne peut détenir que des titres de société. Et le truc qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand vous avez fait une holding, c'est qu'en fait, votre holding, c'est elle qui va emprunter pour acheter les titres de la société du dessous. Et là, la question que vous devez vous poser, c'est comment, puisque la société du dessous, c'est elle qui fait l'activité, c'est elle qui va générer du cash, c'est elle qui va faire du chiffre d'affaires. Et là, la question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que je fais pour remonter ce cash-là pour payer l'emprunt? Parce qu'il y a bien un moment donné où votre banquier va vous demander de rembourser l'emprunt. Et bien, pour rembourser cet emprunt, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle le régime mère-fille, ce qui fait que l'argent qui va remonter en dividende, il va être taxé qu'avec une quote-part de frais et charges de 5%. Donc, en fait, c'est hyper intéressant plutôt que d'emprunter soi-même et emprunter soi-même pour racheter les titres. Quand on emprunte soi-même pour racheter les titres, on est toujours obligé de sortir le plus de rémunération possible pour payer son emprunt perso.
Mais le truc, c'est que du coup, plus vous sortez de rémunération, plus vous payez d'impôts. Donc, l'intérêt, globalement, il est assez mince. Donc, quand on fait ce type de structuration-là, l'idée, c'est quand même de mettre une SPFPL au milieu parce que c'est plus intéressant. Après, moi, au cabinet, on a eu des clients, ce schéma-là ne correspondait pas parce qu'ils n'avaient pas envie d'optimiser leur structure, c'est juste que c'était trop compliqué pour eux. Trop compliqué pour eux d'avoir 2 structures, puisqu'effectivement, vous allez avoir 2 structures, vous avez 2 comptas, c'est des frais en plus. Donc, comme c'est des gens qui n'étaient pas nativement avec cette fibre-là, c'était trop compliqué, donc on a laissé tomber. Les conséquences que l'OBO a, c'est que du coup, à nouveau, je vais me retrouver avec le fonds libéral, donc soit le fonds libéral, selon ce que vous avez décidé comme structuration, mais soit le fonds libéral, soit les titres à l'actif d'une de mes sociétés. Donc, encore une fois, c'est une solution dans laquelle je vais avoir un actif et donc une structure qui vaut quelque chose. Donc, c'est pas, mon propos, il n'est pas du tout de dire que c'est grave. Mon propos, il est juste de dire, il faut que vous le sachiez, pour votre développement futur, il faut que vous l'ayez en tête. Et c'est pour ça que c'est hyper fréquemment utilisé pour des professions dans lesquelles les charges se vendent, type notaire huissier. Mais en revanche, c'est un peu moins utilisé chez les avocats, sauf configuration particulière. On continue. La troisième solution, c'est le Comoda. Donc, globalement, c'est une façon de faire qui est le plus utilisée chez les avocats. Parce que comme nos fonds libéraux se transmettent moins bien, on ne va pas dire ne valent rien, parce que c'est moche de dire ça, mais se transmettent moins bien, on fait ce qu'on appelle un Comoda, c'est-à-dire je prête à ma structure mon fonds libéraux. Je lui prête gratuitement. C'est un truc qui date depuis la nuit des temps, 1875 du Code civil. C'est tout à fait autorisé. Vous prêtez à la structure que vous créez, que vous rejoignez, votre fonds libéral. Ce qui fait que le jour où vous repartez avec votre client et personne n'a rien à dire. Ce qui fait que je n'ai pas de valorisation de la clientèle, je n'ai pas de valorisation du fonds libéral. À l'actif, il n'y aura que les tables et chaises, les crayons et les stylos. Et ça sert beaucoup lorsque l'on est avec des clientèles qui se transmettent moins. Et c'est assez facile parce que du coup, c'est un contrat. La spécificité des avocats, donc je vous refais où on en est. Donc, pourquoi est-ce que je passe en société? Qu'est-ce que ça m'apporte? Les 3 solutions pour passer en société. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont avocats et qui se posent la question de continuer leur activité en tant qu'avocat individuel, mais aussi de créer une société, je vous le rappelais les textes. Et puis, je vous rappelle surtout le principe de l'ouverture aujourd'hui de la pluralité d'exercice. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, vous pouvez exercer dans plusieurs structures différentes. Donc, vous cumulez les exercices. Faites gaffe. Quand je vous dis cumuler les exercices, ce n'est pas ouvrir un bureau secondaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des exercices différents. Donc, dans cette slide-là, je vous rappelais les cumuls qui étaient compatibles. Donc, le statut d'individuel et d'associé, ça c'est compatible. Donc, vous pouvez rester en individuel et monter une structure. Vous pouvez être associé d'une structure et être collaborateur salarié ou libéral dans une autre structure. Vous pouvez être 2 fois associé dans une selle, dans 2 selles, dans 3 selles, dans 10 selles, si ça vous fait plaisir. Et le statut qui est aujourd'hui en débat, et donc ça, je ne pourrais pas répondre à vos questions si vous avez des questions dessus parce qu'on n'a pas la réponse encore, c'est le cumul d'associés et de collaborateurs dans la même structure d'exercice. Je vous situe un peu le débat. Il y en a qui considèrent que tu n'es pas un matin collaborateur et l'après-midi, tu es associé. Et il y en a d'autres qui considèrent qu'aujourd'hui, tu peux être associé non exerçant. Donc, tu pourrais très bien dire, je suis associé non exerçant d'une structure dans laquelle je suis collaborateur. Et c'est assez fréquemment demandé par des très gros cabinets dans lesquels il y a des associés qui sont pas les managing partners. Et en fait, pour autant, on aimerait bien qu'ils aient vraiment ce statut d'associé parce que ça correspond à des gens qu'on voudrait garder. Et donc, c'est pour ces gens-là qu'on souhaiterait avoir ces fameux associés non exerçants. Mais ça pose tout un tas de questions en termes de déontologie et d'assurance. Voilà. Du coup, on arrive aux questions de TNS et
et de, et de protection sociale. Donc peut-être, Marc, pour le coup, je vais te laisser la parole. Ben, merci beaucoup Audrey, effectivement. Merci pour ton exposé. Alors effectivement, tu as couvert plein de sujets. Moi, je vais revenir et voilà, parfait d'arriver sur ce slide, effectivement. Je vais revenir sur quelques notions de base et puis vous guider dans les problématiques de ce que signifie d'être TNS, ce que ça signifie également le fait de passer en société pour ce statut. Et d'abord, du coup, je voudrais vous rappeler ou vous expliquer en fait comment tout ça fonctionne, le statut de TNS. En fait, finalement, suivant la profession qu'on a, suivant la place qu'on a dans la société, suivant on appartient à un certain régime et on cotise à certaines caisses. Alors les avocats, c'est un petit village gaulois en fait qui vit par lui-même, seul, qui a son propre régime de prévoyance, son propre régime de retraite, son propre régime de retraite complémentaire. Et donc les avocats, eh ben, ils vont cotiser à une caisse, ils vont recevoir des prestations de cette caisse-là, que ce soit pour la prévoyance et pour la retraite. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette caisse est regardée avec envie, et c'est pour ça également que on, on aimerait bien se regrouper tous dans la même caisse, parce que les avocats sont une caisse qui est globalement très, très bénéficiaire et qui n'est pas du tout celle des salariés, qui n'est pas du tout celle des huissiers de justice. Chacun vit dans des mondes parallèles. Le salarié, bah, écoutez, il a l'assurance maladie, en retraite de base, il est à l'assurance retraite, en retraite complémentaire, il est à l'Agirc Arco. Les huissiers de justice, c'est encore plus compliqué parce qu'ils s'associent de temps en temps avec d'autres professions libérales, avec les officiers ministériels. Mais globalement, donc, le statut de TNS, c'est la profession d'avocat, la profession d'huissier de justice, vous donne le droit, comme TNS, à la colonne vertébrale que je viens vous montrer, et absolument pas à celle de salarié. On verra tout à l'heure qu'il peut y avoir des remises en question dans certains cas, et ce qui est hyper important, hein, parce que le passage dans un autre statut, bah, ça veut dire cotiser ailleurs, même si rien n'est perdu dans la vie, hein. Moi, j'ai été salarié pendant 20 ans. Donc, pendant 20 ans, j'étais sur le régime des salariés. Aujourd'hui, je suis indépendant, donc je cotise comme les huissiers de justice à la CNAVPL. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le passage en société, a priori, sauf dans certains cas, et encore, c'est un point d'interrogation, on le verra tout à l'heure, ne change pas grand-chose. On va regarder sur le slide suivant la partie TNS. Ce qui est extrêmement important pour vous et ce qui est unique en fait, finalement au TNS, c'est le fait que vous puissiez déduire de vos revenus euh, imposables deux grandes enveloppes. Une enveloppe qui est une enveloppe santé et prévoyance et l'autre enveloppe qui est une enveloppe retraite. Donc, ça marche comment? Le schéma, j'espère, le montre de manière correcte. Et là, que vous soyez en individuel ou que vous soyez en société, si vous êtes TNS, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que je sois en rémunération de gérance ou que je sois au BNC, ça marche de la même manière. Je vais pouvoir faire porter par ma société des charges, des cotisations additionnelles de retraite, une retraite par capitalisation. Je vais pouvoir lui faire porter également des charges de santé et de prévoyance qui vont du coup être prises en charge par l'entreprise, sur laquelle l'entreprise va payer des cotisations sociales, donc qui va limiter en fait soit mon BNC, soit l'IS de la société, mais qui vont être finalement du revenu déguisé, en tout cas du revenu que je ne toucherai pas, mais qui va bien venir comme une charge socialisée pour l'entreprise, donc du revenu en moins pour moi. Et si on passe dans la colonne de droite, on voit bien ce que ça signifie pour moi en termes de personnes et sur mon imposition personnelle, c'est que, étant donné que j'ai une enveloppe qui est disponible, si je reste dans le cadre de cette enveloppe, Madelin, eh bien, les dépenses que je ferai sur ma retraite et sur ma santé prévoyance, et ben finalement, ne seront pas fiscalisées. Alors, ce qui est un peu confusant, c'est que les deux enveloppes portent le même nom. Ce sont toutes les deux des enveloppes Madelin, mais on est bien dans un cas sur la retraite. Alors, l'enveloppe retraite, c'est 10% du revenu, donc soit 10% du BNC, soit 10% de vos revenus de gérance, plus 15% de revenus moins impasse. Donc chacun a une enveloppe qui lui est propre. Et puis il y a également une enveloppe
santé et prévoyance, qui est 75% de la rémunération, plus 7% du PASS. Donc ces deux enveloppes, elles sont bien parallèles, elles sont bien tant qu'on est dans le respect de l'enveloppe défiscalisable, et c'est un vrai avantage pour un TNS, du coup, de se créer du revenu différé dans le cas de la retraite ou une protection sociale additionnelle dans le cas de la prévoyance et de la santé, mais ce sont des dépenses, en tout cas des revenus qui sont portés par l'entreprise. La charge peut être portée par l'entreprise, elle est socialisée, mais elle n'est pas fiscalisée. Donc Donc ça, c'est une vraie globalement, spécificité. si on reprend, Marc, ça veut dire que, en fait, quand tu passes en société, heu, dans certains cas, sous les modulos, les réserves qu'on va voir, tout à l'heure, en gros, tu peux garder tes Madelins, tu peux garder tes prévoyances. Ce que tu as déjà tout ce Alors, que tu as fait jusque-là? tout à fait. Tu peux garder tes Madelins, tu peux garder, ta prévoyance, modulo ce qu'on va voir tout à l'heure, et modulo, c'est parce qu'il existe d'autres dispositifs quand on est salarié, en fait. C'est-à-dire que quand on est salarié, l'entreprise a une obligation de nous couvrir en termes de santé et de prévoyance, et puis il existe une enveloppe retraite pour les salariés qui est autre. Donc c'est un dispositif qui est différent, qui est éventuellement moins avantageux, mais qu'on va garder complètement tant qu'on reste TNS. Le passage en société ne change rien, ni pour les caisses auxquelles je cotise, ni pour ma possibilité d'être Madelin tant que je reste TNS. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Audrey, si on peut passer au slide suivant. En fait, c'est modulo le choix que je fais de statut de mon entreprise. Comme tu disais tout à fait justement tout à l'heure, Audrey, ce qui est important, c'est vraiment de savoir quel est mon besoin avant de déterminer le statut de mon entreprise et la manière dont je vais me rémunérer, c'est de savoir véritablement quel est mon besoin. Est-ce que j'ai un besoin de revenus additionnels? Est-ce que je mange tout de suite? Est-ce que j'ai besoin de garder des réserves? Ça va être extrêmement important dans ma rémunération au quotidien. Bien évidemment, quand je vais choisir le statut de ma société, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte, hein. Si on veut être très, si on veut être très caricatural, on va dire que la CELA, c'est plus flexible entre les associés que la CELARL. Mais si on veut regarder les problématiques de rémunération, il y a une notion de dividende, il y a une notion de fiscalité des dividendes, il y a une notion de capacité au fait à se rémunérer qui est en général plus avantageuse en CELARL. Donc le passage en société, il permet cette notion de dividende, et il permet, comme tu le disais tout à l'heure, de piloter sa rémunération, mais aussi de piloter au quotidien l'équilibre entre la rémunération au quotidien, enfin pas de manière quotidienne, mais régulièrement, l'équilibre entre ma rémunération et les dividendes que je me verse. Donc Oui, ça, c'est parce un point. qu'effectivement, il y a une dichotomie, alors nous, ça sera quelque chose, la rémunération, de l'associé, c'est quelque chose qu'on va travailler, dans un des prochains mois, parce que c'est vraiment, un truc qui est hyper particulier, et tu fais très bien d'en parler parce que c'est vrai que non seulement c'est compliqué parce qu'il y a ces 3 façons de se rémunérer dont on a parlé, en tant que mandat social, en tant que technicien et en tant que, et avec des dividendes. Mais en plus, pour pas simplifier les choses, et c'est ce que, Marc a mis dans ses slides, c'est il y a une dichotomie entre la position du Conseil d'État et la position, de la doctrine administrative. Donc si c'était déjà simple, ça Voilà. l'est encore moins. Et Mais c'est vrai que je voulais relever absolument ce que tu disais, c'est que globalement, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'objectif particulier de vous associer, que vous n'avez pas d'objectif particulier de faire un truc hyper compliqué sur le plan de la, de la technique d'association, la CELARL, c'est très bien. Ça ne alors, change rien et c'est très bien. et donc, comme, enfin, ce que tu pointais du doigt, c'était la problématique du président de CELAS, et toutes les problèmes, toutes les questions qui se posent derrière. Un président en SAS est un salarié, et donc, eh ben, si on remonte le fil de tout ce que je viens de vous raconter, on n'est plus dans un salarié, en fait, il n'est pas dans un régime d'avocat, il est dans un régime de salarié, donc il cotise au régime des salariés avec
au régime des salariés, il cotise à la retraite des salariés, il va avoir des charges sociales qui sont celles du salarié, avec des plafonds typiquement sur la retraite qui sont beaucoup plus élevés que celles du CNBF. Donc, c'est un vrai axe de vigilance sur lequel moi, je n'ai pas la réponse, hein. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a vraiment des, des questionnements qui sont forts, mais donc on peut se retrouver dans un régime de salarié sans le vouloir et qui implique des vrais bouleversements sur son statut. Le dernier point que je voulais mettre en avant, moi, c'est sur la partie épargne salariale. Alors là, c'est complètement nouveau parce que quand on passe, enfin, quand on passe en société, parce que quand on passe en société, on s'ouvre le droit, en fait, de créer de l'épargne salariale. Et quand on a au minimum un employé, le TNS a également le droit, le chef d'entreprise a également le droit de s'associer à cette épargne salariale. Concrètement, c'est quoi? L'épargne salariale, c'est le fait de dire on va distribuer une partie des fonds disponibles de manière facultative pour l'intéressement, mais obligatoire pour la participation à partir d'un certain nombre d'employés. On va distribuer ces résultats à l'ensemble du personnel. Attention, hein, on parle bien de l'ensemble du personnel ou à des collèges particuliers, mais ce n'est pas simplement à moi-même. Donc, je suis un peu comme les dividendes quand on est plusieurs, l'épargne salariale, ce n'est pas que pour moi. Donc, je veux en faire profiter tout le monde, mais là, c'est une possibilité assez unique qu'on se donne de dire, je peux redistribuer une partie de l'argent, notamment à moi, de manière tout à fait avantageuse. Alors, dans certaines enveloppes, et je ne vais pas rentrer dans les enveloppes aujourd'hui parce qu'on va se perdre, mais globalement, l'idée, elle est de se dire, je peux verser de manière tout à fait avantageuse socialement, fiscalement, fiscalement pour celui qui reçoit, la possibilité d'avoir des abondements vers des revenus qui vont être des revenus en général différés, et plus c'est différé, plus l'avantage est fort, c'est-à-dire que vous pouvez soit sortir tout de suite et les avantages ne sont pas énormes, vous pouvez soit prendre le plan d'épargne entreprise et la faut rester 5 ans, puis vous pouvez aussi également amender vers votre retraite avec des avantages encore différents. Mais globalement, ce dispositif qui est propre à l'épargne salariale, c'est un vrai plus qui va exister dans la notion de société. Voilà ce que je voulais vous dire pour être rapide. C'était dit qu'on Ouais. aurait fini à 13h30 la première partie. J'essaie Non, 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 d'aller mais bien vite, sûr, mais c'est vrai je que pense que c'est vrai que le temps que tout se maintenant, mette en place, c'est à parfait. disposition pour toutes les Donc questions. là, alors, Est-ce que vous m'entendez? ouais, ça y est, moi Oui. je t'entends, mais je ne sais pas si on nous entend. C'est peut-être ma connexion qui n'est pas très bonne. En tous les cas, on arrive à la fin de cette, on arrive à la fin, pardon, de cette présentation. Et donc, la question qu'on voulait... Ah oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui était de dire, c'était que quand même, on était sur quelque chose qui était au cas par cas. Ça, c'est sûr que... et Alors, donc, pardon. effectivement, tout ça, on a vu plein d'éléments dans la partie rémunération. Effectivement, euh, on les a passés assez vite, c'est-à-dire la problématique des enveloppes Madelin, la problématique du statut du dirigeant déjà, qui est quand même super importante. Ensuite, la problématique des enveloppes Madelin. Et puis, on a vu la façon de se rémunérer. Hein, est-ce que je verse de la rémunération? Est-ce que je me verse des dividendes? Quelle est la part que j'accorde à la rémunération, quelle est la part que j'accorde aux dividendes, quel est le besoin exact que j'ai, et ça, ma décision, elle doit aussi venir de mes besoins et de la manière, de la trésorerie dont je vais avoir besoin, de mes besoins au quotidien. Et pour construire tout ça, je ne peux pas vous donner de recette magique. Moi, je n'ai pas la recette aujourd'hui en vous disant à chacun, toi, il faudra que tu sois sur tel type de société et que ça marche comme ça. Certainement pas. Nous, on travaille sous forme de bilan. On vous accompagne en faisant un bilan complet de vos situations pour vous donner des recommandations sur le type de société, le type de protection
et l'équilibre que vous pouvez avoir entre votre rémunération et vos dividendes qui sont liés à plein de paramètres qu'on a évoqués rapidement, la fiscalité, votre fiscalité propre, vos besoins personnels, vos autres sources de revenus qui font que vous pouvez avoir plus ou moins besoin, et c'est le gros avantage encore une fois qu'on a vu aujourd'hui de passer en société, plus ou moins besoin du cash qui est généré par votre boîte. Merci beaucoup. Du coup, on arrêtera l'enregistrement à ce moment-là. Donc, si vous voulez poser des questions, bah, c'est le moment. Avec grand plaisir. Si vous pouvez aussi nous poser des questions en nous contactant directement sur LinkedIn, puisque Marc et moi, on y est très, très souvent, on essaie d'y être très actifs.